Bonjour ou bonsoir chez vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix d'influence. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité inspirant. Je le nomme Sadia Diomandé, connu sous le nom de Blondas alias Reban, un acteur clé du mouvement hip-hop ivoirien des années 2000, fondateur du club H2O au lycée Garçon de Bingerville, animateur du mythique concours Fireflow. Il a marqué la scène culturelle avant d'entamer une transformation professionnelle impressionnante. Nous allons plonger dans cette époque vibrante et comprendre comment cette culture a façonné l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Avant d'être Sadia Diomandé, consultant SAP, tu étais Blondas alias Reban. Comment tout a commencé pour toi dans le hip-hop? Vraiment, merci Henri pour ton introduction. Pourquoi Blondas? Ouais. Parce que à l'époque là, moi, c'est-à-dire, mes amis m'ont surnommé le blanc parce que j'avais les cheveux un peu roux. D'accord, Voilà, donc ok. du coup, Mhm, quand ils m'ont dit le blanc, donc après le blanc c'est devenu Blondas. mhm. Et aussi, voilà, au fur et à mesure que les choses évoluaient, on a commencé à rentrer dans le mouvement hip-hop, donc il fallait voilà, trouver un pseudo. Donc moi, directement, j'ai pris le pseudonyme de Blondas. Voilà, blanc pour dire la lumière, et puis as pour dire, je suis l'as des as, quoi. Donc, c'est celui D'accord. qui brille d'as, Mhm. voilà, qui est le Blondas. D'accord, je comprends Voilà, bien. maintenant, comment je suis rentré dans la culture hip-hop? C'était bien ça ta question. Bien sûr, oui. Voilà, comment tout a commencé pour toi comment dans tout le a hip-hop? commencé. Oui, En fait, exactement. déjà depuis mon enfance, j'aimais le hip-hop parce que, ouais, dans les périodes, comment on appelle, RS et tout ça, j'avais les aînés, mes grands frères, mes grandes sœurs, qui étaient vraiment friands de cette mouvance-là. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Mais surtout, là où tout a commencé, vraiment où ça s'est révélé à moi, c'était grâce à mon ami d'enfance qui s'appelait Big Bog. D'accord. Voilà, qui est paix à son âme, qui nous a laissés. Mm. Et bon, quand je parle de lui, c'est avec beaucoup d'émotion parce que c'est cet ami-là qui a révélé l'amoureux du rap qui était en moi. C'est-à-dire cet amour pour le rap, là, c'est lui qui l'a révélé en moi. Et on a décidé ensemble de créer un groupe qu'on appelait F2S, les frères du sang. D'accord. Et lui et moi, vraiment, on a eu beaucoup d'aventures dans ce milieu-là parce que on aura le temps de développer. Mais c'est grâce à lui que vraiment j'ai révélé mon amour pour le rap. Et ensuite, qui m'a permis aussi de pouvoir créer H2O au lycée Garçon de Bingerville. Parce que j'étais tellement amoureux du rap que je me suis dit, mais attends, on est dans le lycée, il y a un club des amis de la culture, Oui. il y a un club d'anglais, Mhm. il y a le club des arts. Mais Oui. je dis, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de club pour les amoureux du hip-hop. Exactement, je Donc je dis, mais comprends, ouais. attends, Mm. j'étais là, je réfléchissais avec un de mes bons amis, Soro Noël. J'ai dit, mais Soro Noël, moi je vais créer un club hip-hop au lycée Garçon de Bingerville. Super, super. Et le lycée Gaston de Bingerville est connu pour son exigence académique, on le sait tous. Ouais. Et comment as-tu réussi à instaurer un mouvement hip-hop dans un environnement aussi, on va dire, aussi strict? Oui, le lycée Garçon de Bingerville, voilà, c'est une école d'excellence vraiment. Mhm. Voilà, c'est le premier lycée de Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc du coup, au fait, ça a été vraiment très simple parce que là où on prône l'excellence, hein, on met en avant la culture. Mhm. Voilà, donc du coup, étant donné que le hip-hop, c'est un phénomène culturel à la base, Mhm. et donc ça a été vraiment facile pour moi de vraiment implanter ce club-là au sein du lycée Garçon de Bingerville. D'accord. Et je me rappelle même notre première séance, on faisait les réunions chaque mercredi, Mhm. après le cours, c'est-à-dire à partir de 12h30. Voilà, on commençait genre le club H2O, c'est-à-dire 2H, ça veut dire hip-hop, O, ça veut dire obligé. Donc nous on disait hip-hop obligé. Donc ça faisait H2O. Ah, je comprends H2O. mieux. Au départ, on a commencé, je me rappelle, on était seulement combien? Peut-être 5 personnes. Mhm. Dans le club, il y avait moi, mon ami Braguet, il y avait Braguet, son grand frère, c'était la figure la Mhm. plus influente du hip-hop à Bingerville. Mais ce dernier-là, il était décédé. On l'appelait Fly. Et ce dernier-là, à Bingerville, il avait une autorité pas possible. Et son Mhm. petit frère, qui était mon ami Braguet, Mhm. voilà, il a adhéré aussi à ce concept-là. C'est quelqu'un aussi qui m'a vraiment aidé à mettre en place ce club-là, H2O. Mhm. Donc il y avait moi, mon ami Braguet et Soro Noël. Et il y avait un autre de mes petits qui m'aimait beaucoup aussi, qu'on appelait Stéphane Ballistique, qui est décédé aussi en 2010. Mhm.
Voilà, ce sont ces gens, ces personnes-là qui m'ont aidé à lancer le mouvement. Mais je peux t'assurer que ce mouvement-là, il a eu une notoriété dans le lycée Garçon de Bingerville et même en dehors du lycée. Parce que participer Ouais, à c'est l'autre. vrai que nous aussi, on entendait parler du Voilà. H2O au lycée Garçon Voilà, de à Bingerville, parce ouais. que au-delà du lycée Garçon de Bingerville, toutes les écoles de Bingerville se sont intéressées à ce mouvement-là et venaient participer aux activités avec nous au lycée Garçon de Bingerville. J'avais le lycée Jeune Fille qui venait participer, les Beaux-Arts, Ouais. big dédicace à mon gars des Beaux-Arts, il va se connaître, Ake, Mhm. voilà, il était aux Beaux-Arts à Bingerville qui venait participer. Il y avait le conquérant, même les gens de Saint-Cyril, un autre lycée de Bingerville qui venait participer à nos activités. Ah ouais. Du coup, H2O, c'était quoi exactement? Un simple club ou, on va dire, une vraie communauté avec une vision? C'était une vraie communauté avec une vision. Et D'accord. je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Bingerville comme un fief du rap, Mhm. on parle de Bingerville comme un fief du rap. Quand on voit Kifno Beat sortir de Bingerville, quand on voit l'île, c'est quoi, c'est Lil J de l'île J, Bergerac. tout et tout. Ouais. Au fait, c'est parce que déjà, le grand frère Fly, père à son âme, hein, qui avait suscité cet engouement-là Mhm. autour du rap à Bingerville, Mhm. quand il est décédé, même après son décès, nous, quand on est arrivé à Bingerville, il était déjà décédé, mais on parlait de lui. Et moi, avec mon amour pour le rap, j'ai dit non, au lycée garçon, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, quand tu faisais du rap, au fait, on se moquait de toi. On appelait les rappeurs, oh, les yo-yo-yo, les yo-yo-yo. Au fait, donc les gens, même souvent, ils avaient honte de dire qu'ils étaient des rappeurs. Ou bien ils étaient des amoureux du hip-hop. Parce que c'était c'était sujet à moquerie quand tu faisais du hip-hop, au fait. Donc moi, dans ma tête, je disais non, il fallait montrer cet aspect culturel du mouvement hip-hop là. Il fallait transmettre ça aux gens, aux frères et aux amis. C'est comme ça, quand nous, nos activités H2O, c'était quoi? On parlait de l'histoire du rap, genre qu'est-ce que c'est que la culture hip-hop. On enseignait la culture hip-hop à nos adhérents. Et pour ceux qui voulaient apprendre le rap, voilà, on avait des ateliers où on apprenait à rapper, on apprenait à faire des rimes. Au fait, au fait, c'était un refuge pour ceux qui voulaient exprimer leur amour pour le hip-hop. Mais ils n'arrivaient pas à le faire parce qu'ils avaient honte. Parce que c'était pas un effet de mode à ce moment-là. C'était sujet à moquerie. Hey, yo, 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 on dit, oh, il y a la yo, 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 là. Ouais, même quand on faisait même les sound systems dans les maquis à l'époque, les tenanciers du maquis disaient, vous, les hip-hop là, vous venez là, faites-vous aller partir, nos clients vont venir. Donc c'est comme ça, les gars, ils nous chassaient chaque fois, en fait. Mhm. Les gars nous chassaient. Mhm. Mais avec H2O, les gens se reconnaissaient d'une communauté au sein de l'intégration de Bingerville et au sein de toutes les écoles de Bingerville. Donc du coup, ça a commencé à devenir une tendance. Les gens commençaient à nous apprécier parce que souvent on faisait des freestyles au jardin botanique de Bingerville. Hein, avec... j'ai fait un big up aussi à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi. Hein, on l'appelait Drigoné Jean Le Maire. Lui, il faisait du raga. Comme les Negro Murphy, tout ça. Il avait du gros talent. Moi, je faisais du rap. Mais lui, il m'a beaucoup influencé parce que, Mhm. à partir de lui, moi, j'ai voulu faire la dancehall. Et après, je me suis reconverti en tant que toaster dans la dancehall et tout. Mais en tout cas, c'était parti d'une vraie idée. Et cette idée-là, ça nourrit beaucoup de choses on en parlera aussi dans la suite Mhm. de notre interview. Ouais. Et quels ont été les moments forts du club H2O et comment a-t-il influencé, on va dire, la culture urbaine au lycée? Bon, c'est influencé là, parce que ouais, tous les événements du lycée, voilà, c'est les artistes H2O qui venaient faire les shows. Hein. Mhm. Déjà, il y avait ça. Et puis ça crée un engouement parce que c'était du jamais vu. Parce que nous tous, on a fait les lycées et collèges. Bien On a sûr. vu que dans nos lycées et collèges par lesquels nous sommes passés, voilà, il y a eu, comme je te l'ai mentionné, il y a eu le club d'anglais, club Oui, des club arts, allemand. club de Ouais. tant, 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 tant. Mais il n'y avait pas un club de Ah, hip-hop. hip-hop, oui, c'est vrai que c'est atypique, ça, quand même. Certes, à l'université, il y avait le crack à l'université. Ok. Voilà, le crack, c'était voilà, une organisation des amoureux du hip-hop au sein de l'université. Mais dans les lycées, il n'y en avait pas. Et même, j'ai été approché même par le crack à l'époque pour pouvoir être le représentant du crack au niveau de Bingerville. Ouais, ben, comme moi, je ne résidais pas à Bingerville, même si on était élève de Bingerville, je ne résidais pas à Bingerville. Et mon ami, par exemple, il résidait à Bingerville. Donc je lui ai dit, mais mon gars, toi tu peux gérer ça. Et puis on avance. Mhm. Donc du coup, ce qui m'a marqué vraiment, c'est que on a commencé un truc, disons, dans une cellule très restreinte. Mhm.
Mais après, on a pu. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait que toutes les écoles de Bingerville Oui. ont adhéré à ce projet-là. Toutes les écoles, sans exception, même les beaux-arts ont adhéré. Ouais. Mais bon, parmi nos membres, on n'avait pas des gens de l'EMPT parce qu'eux ne pouvaient pas sortir, venir faire le tour. Ouais, Mais on avait des sympathisants à l'EMPT. Ouais. Voilà, qui aimaient notre mouvement. Mais bon, eux, comme c'était une discipline militaire, Bien donc sûr, ouais. on pouvait pas tous se mélanger, il ne pouvait pas tous se mélanger à nous, nos affaires. Absolument. Ouais, Tu as été un acteur du Fire Flow. ouais. Et c'est un concours qui a vu naître également le groupe mythique Kifnobit. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton rôle dans cette aventure? Bon. Moi, mon rôle, je peux même pas parler de mon rôle dans Fireflow. Mais je peux parler du rôle de Fireflow dans ma vie, au fait. Ok. Voilà, parce que si j'ai dit mon rôle dans Fireflow, non. Genre, je veux pas prétendre à ça. Je veux pas prétendre à ça. Pourquoi? Je vais t'expliquer l'histoire derrière Fireflow. C'est nous, on était, voilà, on était dans le quartier de Plateau, les Perles. Hein? Dans cette zone-là, il y a deux quartiers qui cohabitent. Il y a les Perles et il y a Sanon. Si vous connaissez bien ITS de Plateau. Bien sûr. Moi, j'habitais à Sanon. Ouais. Mon ami Big Bog habitait à Pelle Grise. Hein? Et il y avait le quartier des Pelles. Mais Pelle, Sanon, nous, dans nos têtes, c'était comme le même quartier. Et on avait des grands frères dans ce quartier-là. Et parmi eux, il y avait le grand frère qui s'appelait Sasco. Oui. Le grand frère Sasco. On voulait tous ressembler à ces grands frères-là parce que c'était un très bon rappeur et un amoureux du rap. Et quand moi et mon ami Boris, on a commencé à faire notre groupe, on a voulu chanter, c'est un grand frère auprès de qui nous sommes allés directement. Parce que ce dernier-là, il organisait des sound systems partout. À Adjen, avec Kaiser Rafa, qui est aujourd'hui Boris Gouma, avec William Indy. C'est un grand frère du quartier, depuis Adjen. Hein? À la bande à Gaza. Donc il y avait le grand frère Sasco qui organisait des sound systems un peu partout, dans tout Cocody. Mais la plupart du temps, il y avait des sound systems au Panam Club, en face même de la résidence de Kaiser Rafa à Adjen. Donc nous, on partait suivre chaque fois les événements, voilà, hip-hop des grands frères. Et c'est comme ça, on s'est imprégné. Et lui, il avait son ami qui s'appelait aussi Nekdje. C'était nos vieux pères, Big Up à toi, vieux père Nekdje, qui était, genre, il était le moins hip-hop. Il avait un salon de coiffure aussi à Adjen. Et nous, on passait toute la journée chez Nekdje. C'est comme ça, les deux vieux pères là, ils nous ont dit, ah les petits, nous, on veut créer quelque chose pour lancer le hip-hop. Et cette fois, ça sera un concours de rap. Et ce concours de rap là, ça va s'appeler Fireflow. Donc moi et mon gars Big, on a dit, ah bon, les vieux mon rôle, nous là, vous lancez le concours, nous on se lance aussi dans le concours. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est inscrit au concours Fireflow. La toute première édition, c'était 2006. Et à cette première édition, il y avait nous, F2S, c'est-à-dire mon ami Big Bog et moi, il y avait le 22e district, il y avait un groupe Flèche Noire, il y avait Collectif Horizon, et il y avait 22e district, j'ai déjà dit, 22e district, il y avait mon gars Ismo Pequeño, et dans ce groupe-là, faisait partie quelqu'un qui est une star aujourd'hui de la musique ivoirienne, qui s'appelait Mike, aujourd'hui il s'appelle Mike Alabi. Il était dans le groupe 22e district. Super. Okay. Voilà, il y avait aussi, je pense que mon gars Mobio Le Brier aussi était dedans. Voilà, Mobio Le Brier. Voilà, ils avaient leur groupe à l'époque, comment on appelait le groupe là? Ça va me revenir. Voilà, ça va me revenir. Donc du coup, et à ce moment-là aussi, je me rappelle, il y avait Gaba 5 qui avait fait sortir son album. Ben, il traînait, il venait chez Sasco et Nekdje. Parce que Sasco et Nekdje, c'était des figures du hip-hop à ce moment-là aussi. Et les gars, ils luttaient beaucoup pour faire évoluer le hip-hop. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu Fireflow, par le biais de ces grands frères-là, qui ont créé ça. Et nous, on a été les premiers à participer à ça. Et on a tellement aimé Fireflow qu'on est resté dedans. Et notre participation à Fireflow a été un facteur déterminant aussi pour l'essor du hip-hop dans notre quartier. Parce que quand on partait à Fireflow, on mobilisait le quartier derrière nous. C'est comme ça aussi, il y a des petits frères qui ont commencé à être amoureux du rap. Parce qu'on les a emmenés dans l'univers Fireflow. Et de ces petits frères-là, il y avait Fireman aujourd'hui, il y avait le petit frère Hypercute, il y avait le petit 9DMO, tous nos petits frères du PL, Salon, tout ça. Ils nous ont suivis dans le mouvement et après les autres éditions aussi ont commencé à se présenter à Fireflow.
C'est comme ça, en 2010, il y a eu le Fireflow, où il y avait mon petit Guizo le Choco. Voilà, quand on a encadré, il y avait mon petit frère, et mon petit aussi, Danny Rimus, que mon rap Big Bog et moi, on a encadré. C'est là, cette année-là que Kif No Beat a été premier. Ouais. Guizo le Choco a été deuxième. Et Danny Rumis a été troisième. Le deuxième et le troisième faisaient partie de notre écurie. Et c'est comme ça. Après, Kif No Beat a fait sortir Cadeau de Noël. Guizo le Choco aussi, il a fait sortir ses albums, ils ont commencé à avoir du succès. Et l'édition du Fireflow qui a suivi, le vainqueur c'était Mousse, le Playboy de Babi, qui était mon protégé, que j'ai encadré jusqu'à la finale, qui a gagné la finale du Fireflow. Mais bon, même si aujourd'hui il a arrêté sa carrière artistique, voilà, donc maintenant il s'occupe à d'autres choses. Et après cette édition-là, moi je suis devenu maintenant l'animateur du Fireflow. D'accord, c'est là où tu arrives maintenant à être animateur. Voilà, je suis devenu l'animateur du Fireflow. Parce que moi, nous on faisait des sound systems un peu partout. Bien sûr. Mais ils avaient checké mes talents d'animateur. Parce que quand nous on organisait les sound systems, c'est moi mais j'animais. Donc les grands frères, ils avaient vu mes talents d'animateur hip-hop. Donc les gars ils m'ont approché. Ils m'ont dit, mon petit blondasse, non, avec que c'est toi qui animes notre truc, hein. Le Fireflow, cette édition-là. Il dit, non, qu'est-ce que je peux refuser à Sasco et Nekji? Parce que si nous, on n'a pas. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi et mon gars Big Bog, quand je parle de mon gars, j'ai beaucoup d'émotions. Mais c'est un gars qui aimait vraiment le rap. Il m'a contaminé avec son amour pour le rap. Mais si aujourd'hui, on est resté toujours sur nos bases, sans tergiverser, sans donner des mauvaises choses, c'est grâce à ces deux grands frères-là, Sasco et Nekji. Parce qu'on passait du temps avec eux, on passait du temps même au salon de coiffure de Nekji. Parce qu'on parlait tout le temps de hip-hop, de hip-hop, de hip-hop. Et ces deux grands frères qui sont venus me voir, ils disent, mais attendez, je ne peux pas vous refuser quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai animé l'édition du Fireflow où le vainqueur avait été Jerry Max. Et c'est à cette édition-là qu'il y a un artiste célèbre qui faisait partie d'un groupe, il est devenu célèbre aujourd'hui, il faisait partie du groupe SBS et il s'agissait que de Imra. Je pense qu'à cette époque-là, il devait peut-être, je sais pas, 14 ans, il était très petit, 13 ans ou 12 ans, je sais pas. Mais en tout cas, ils avaient aussi fait sensation à cette époque-là. Ça se voyait déjà que, voilà, de cette édition-là, elle est sortie des pépites. Donc du coup, tout ça pour dire quoi? L'histoire du Fireflow, c'est l'histoire du rap ivoirien actuel. Parfait. Est-ce que tu sentais à l'époque que vous assistiez à la naissance d'une nouvelle génération d'artistes majeurs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que aujourd'hui, quand je vois mon ami Ozone, allez, il fait un pick-up à Ozone, il va reconnaître son frère Blondas. Voici quelqu'un comme Ozone qui chaque fois nous appelait pour nous dire, ah les gars, à Yopougon, il y a tel événement, ici il y a tel événement, venez, hein, on est là. Parce qu'à cette époque, c'était la passion. Parce que le rap, les gens connaissaient une disgrâce en ce moment-là. Donc tous ceux qui pratiquaient le rap, ils étaient très passionnés. Et avec Fireflow, chaque candidat à Fireflow invitait ses amis, ses quartiers, son quartier, ses écoles. Et je dis n'importe quoi. Ils invitaient ses amis. Donc ces amis-là, ce n'étaient pas des rappeurs. Mais quand ils venaient, ils se laissaient emporter par l'ambiance. Et on sentait que non, c'était quelque chose qui était en train de naître au fait. Parce que les années précédentes, tu pouvais trouver des spectateurs qui, les années suivantes, devenaient des candidats. Ah, ok. Donc du coup, nous, sincèrement, qui étions à fond dans le truc, on sentait qu'il y a quelque chose qui était en train de naître. Parce qu'on voyait les petits frères du quartier qui nous suivaient, qui venaient nous regarder devenir des rappeurs. On voyait, à part JC Kama, big up à toi JC Kama, d'autres studios d'enregistrement s'ouvrir. Big up à toi aussi mon frère San Gonzalez. Gonzalez était aussi un arrangeur qui était à Toban. Bon, il y avait mon frère Ismo Pequeño et Fleur Jazzy, voilà, qui avait ouvert aussi un studio au 22e district, au 22e à Angré. Donc, quand tu es arrivé au studio, tu voyais que, toi tu es un créneau de 1 heure, mais avant toi il y a au moins 5 personnes, 6 personnes. Donc on sentait l'engouement dans les studios. Donc, c'était sûr.
C'était un combat qui a été mené depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous qui étions dans le truc, on n'est pas étonné du succès que le rap ivoire a aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont et depuis très très longtemps avec beaucoup de difficultés. Mais ça finit par payer. Ouais. Et pour continuer sur les souvenirs qui te restent aujourd'hui de cette époque, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les coulisses de ce concours, des jeunes talents que tu as vu exploser? Bon, Fireflow. Sincèrement, quand on parle de talent de Fireflow, il y en avait trop. Il y en avait trop. Hein? Aujourd'hui, bon, quand on parle de Capégic, il y a un jeune Ivoirien qui fait du slam, Capégic, le slammer. Et ils sont passés par Fireflow, si je ne trompe pas, Capégic. Mais au fait, le truc c'était quoi? C'était une expérience de vie, cette époque-là. Hein? Je profite même pour faire un big up à mon frère Boris. Hein? Bon, je ne vais pas faire de publicité, mais je pense que voilà, je vais vous payer les droits s'il faut. Hein? Mais il y a. Non, pas du tout, tu peux y aller. Voilà, il y a mon frère Risbo, aujourd'hui, qui a sa marque Ethnie Brand, qui était aussi un gros passionné. Il faisait partie même de la Jack. Il faisait partie même de l'association qui organisait le Fireflow, qu'on appelait la Jack, Jeunesse Active pour la culture hip-hop, qui avait été créée par Sasco et Nekje. C'était quelqu'un qui était dévoué. Et puis, je te conseille, si tu fais un tour à Abidjan, ça sera pas mal aussi de faire une interview avec lui, parce que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup à dire sur le hip-hop de cette époque-là. Hein? Parce que... Je pense qu'il a entendu. Mon gars Risbo, Ethnie Brand, on est ensemble. Donc du coup, c'était une expérience de vie. Quand tu vois aujourd'hui Kifno Beat, on est tous fiers. Moi, j'ai des photos de Kifno Beat de l'époque Fireflow. Mais je sais que quand ils regardent ça aujourd'hui, ils ne peuvent que dire merci à Fireflow. Même s'ils ont du talent. Mais Fireflow, c'était la lucarne qui n'existait pas pour la culture hip-hop, au fait. Voilà, il n'y avait pas... Genre, parce qu'ils ont fait une bouée de sauvetage à une jeunesse qui avait besoin de s'exprimer à travers le hip-hop. Et aujourd'hui, quand on parle du rap ivoire, on doit reconnaître ça. Parce que, pour ne pas te... pour te montrer à quel point Fireflow était quelque chose, on organisait même des présélections à Bobo, dans les coins. Donc, c'était des groupes qui étaient même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire venus compétir à Fireflow, au fait. Donc, du coup, ça suscitait un engouement parce que les gens, ils avaient besoin de ce genre de plateforme-là. Il y a Guizo Le Choco, qui a été une grosse révélation, ouais, qui est aujourd'hui une fierté parce qu'on l'a tous vu. Il a travaillé avec le président en place ici en France, tout ça. C'est une fierté pour nous, surtout voilà, le travail abattu par mon frère Big Bog et moi. Oui. Il y a eu mon petit Danny Rumis, il est du côté des États-Unis. Une grosse fierté aussi. Voilà. Il y a eu le Mousse, le Playboy et Baby, qui a été aussi vainqueur de Fireflow, qui a été une grosse fierté pour moi. Et pour Big Bog et tout. Mais les fiertés de Fireflow qui ont vraiment eu un grand succès dans la sous-région et à l'international, c'était Kifno Beat. Et aujourd'hui, Imra, qui est en train de vraiment faire sensation au pays. Mais il ne faut pas oublier aussi que Mike Alabi, voilà, ça a été aussi... Voilà, c'est quelqu'un quoi. Ouais, c'est quelqu'un de Fireflow. Okay. Donc il a eu un gros succès aussi. Parce qu'il vient aussi de Fireflow, même si à la base on avait commencé le rap bien avant que Fireflow existe. Mais Fireflow aussi a été révélateur aussi de beaucoup de talents. Comme mon frère aussi Mobio Le Brier du côté de Strasbourg, Mobio Le Brier. Voilà. Donc c'est ça, Fireflow a fait beaucoup pour la culture hip-hop en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui je pense qu'on lui doit une fière chandelle pour ce qui arrive aujourd'hui au rap ivoire. Super. Après Fireflow, tu as intégré le Burida qui est une structure essentielle pour la gestion des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir rejoint le Burida? Est-ce une suite logique en fait de ton engagement pour la culture? Mon entrée au Burida là, c'était le coup de la vie. Hein. Okay. Ouais, je peux dire que il y a des amis qui m'ont dit mais toi Blondas, ça ne m'étonnait pas, ça ne m'étonne pas que tu sois maintenant au Burida. Après, tu aimes tellement la musique et voilà, tu travailles dans le Burida. Voilà, mais je pense que voilà, moi, après tout diplômé en société du boulot, ouais, moi j'ai eu un stage au Burida
Après, je suis parti et après, on m'a rappelé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au niveau de la direction d'exploitation. Donc, on s'est occupé de gérer tout ce qui était redevance, droit d'auteur auprès des usagers et tout. Mais c'était vraiment. Je ne peux pas dire, moi, je ne crois pas aux coïncidences dans la vie, mais je pense que c'était le chemin de ma vie. Mhm. Mais quelque part aussi, le Burida a joué pour quelque chose. Hein. Quand j'ai commencé à travailler au Burida, je ne pouvais plus être un artiste. Donc, quand j'ai commencé à travailler au Burida, du coup, voilà, j'ai arrêté. Bon, j'ai oublié mes rêves d'artiste. Mhm. Voilà, donc, le Burida, c'était une grosse expérience pour moi Mhm. de travailler dans la fêtière régulatrice de tout ce qui est droit d'auteur. Mhm. Parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses Ouais. et de pouvoir aider aussi mes amis qui étaient dans le showbiz. Mes amis tels que, voilà, il peut citer des noms, Jeff le Bellinois, Ouais. voilà, souvent il m'envoyait des messages, ah, bon là c'est comment, mais dis-moi, comment on fait pour pouvoir déclarer ça, ça, ça. Voilà, des amis comme, comment dirais-je, la TNT, hein, c'est-à-dire Désiré Josie à qui je fais un big up, voilà. Donc du coup, tous mes amis qui étaient dans la musique, hein, tout et tout, donc j'ai pu les aider, j'ai pu les guider sur ce qu'il fallait faire, voilà, en termes de documentation, pour pouvoir déclarer des œuvres tel tout. Donc, Mhm. Donc, bon, comment percevais-tu en fait la relation entre les artistes et les institutions comme telles que Burida à l'époque? mais à l'époque, moi je me suis rendu compte qu'au fait les artistes ne connaissaient rien de ce qui était des raisonnements de droit d'auteur, quoi. Voilà, ils ne connaissaient rien, parce que, voilà, même des contrats de production, il y avait beaucoup d'artistes qui n'en savaient rien. Les gens, ils chantaient juste, mais ils ne savaient pas à quoi faire. Et bon, je peux dire que non, c'est pas entièrement de leur faute parce que, voilà, il fallait peut-être mettre en place un mécanisme qui permettait à ces derniers-là d'être informés et de s'informer. Parce que. Tu sais, sans vouloir te couper, quand tu parles de cet élément, et je pense au CIMA de Mambi Diomandé, je crois que c'est un salon qui aide les artistes, qui accompagne les artistes Exactement. dans la connaissance ou la maîtrise de leurs droits d'auteur. Je le suis très bien sur LinkedIn et il fait, en tout cas, tout ce qu'il fait pour la culture, big up à lui et merci encore à lui. Donc je te laisse Voilà. continuer. En tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas moyen, à part de se rendre au Burida, de s'informer sur comment se passent les choses. Et moi aussi, quand je réfléchis, je vois que un artiste, souvent, il dit, il a son manager, bon, il dit n'importe quoi. Le gars, il prend peut-être un pote, voilà, ils ont traîné ensemble, il devient artiste, ce dernier, il dit, bon, toi, tu deviens mon manager. Ce dernier-là, qui est le manager, qui doit peut-être connaître un peu tous ces trucs-là, bon, il ne vient pas à l'information au Burida. Mais au-delà d'aller à l'information, hein, je pense que les fêtières doivent transmettre l'information aussi. Soit organiser, je sais pas, faire des capsules qui permettent aux artistes de savoir ça, si vous voulez déclarer une œuvre, si vous voulez protéger une œuvre, tout et tout. Mais maintenant, le président est en train de faire ça. Ça évolue. Les choses évoluent. Mais à l'époque, là, je me rendais compte qu'au fait, les artistes, ils ne savaient rien, au fait. Quels étaient les défis majeurs que tu as pu rencontrer en travaillant en fait dans cette institution? Bon, dans cette institution, moi, bizarrement, je n'étais pas du côté de, comment dirais de la répartition ou comment dirais de la documentation, non. Moi, j'étais au niveau de la direction d'exploitation. C'est nous, on devait se charger hein, de collecter toutes les redevances droits d'auteur hein, afin de pouvoir les reverser aux ayants droit. Mais j'ai vu que même les usagers des eaux des esprits, il y en a beaucoup. Certes, il y en a d'autres qui étaient de mauvaise foi, mais il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas l'importance de payer les redevances droits d'auteur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas la mission réelle, même du Burida. Ah bon? Oui. Et il y a même des artistes, que je ne veux même pas citer leur nom, hein, qui, parce qu'eux, ils sont artistes, hein, ils ont des espaces où ils exploitent des œuvres de l'esprit. C'est pas que eux les œuvres, même pour d'autres artistes, quand l'argent arrive près d'eux, ils disent non, moi j'étais artiste, je ne peux pas payer. Donc, tu vois à quel niveau que les gens ne sont pas informés de la chose. Parce qu'on dit quoi? L'histoire d'une œuvre dans un cadre, dans un domaine public, doit être assujetti au paiement d'une redevance auprès du Burida.
Bien sûr. Donc si toi tu es un artiste, mais tu as un établissement, même si tu as un établissement, ton établissement, tu ne joues pas que tes chansons, donc tu ne vas pas t'autoriser à jouer que tes chansons, mais tu joues les chansons des autres. Tu as la télé, le journal télévisé, quand ça commence, il y a un jingle, c'est une musique, ça a été composé. Il y a des films qui sont soumis à des droits d'auteur, qui jouent sur toi. Donc cette redevance, quand tu payes, ça englobe tout ça. Mais au fait, j'avais un déficit d'information. Ouais. Et les gens aussi, c'est un de nos gros problèmes aussi, en tant que, voilà, on ne va pas à l'information. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout, voilà, l'information est beaucoup plus démocratisée, donc je pense que les gens se renseignent un peu plus. Mais moi, j'ai été choqué une fois, il y a eu, c'est pas c'est Mambi qui avait organisé ce séminaire-là en Côte d'Ivoire, où on devait parler des droits d'auteur, de tout, et pas qui avait organisé ça, mais et même les artistes, il y en a beaucoup qui ne sont pas partis. Même des managers, il y en a beaucoup qui ne sont pas partis. Ouais, je pense que les managers aussi devraient être les premiers Parce que les managers devraient être les premiers concernés. Ouais. C'est eux qui doivent connaître tout ça. Mais aujourd'hui, tel que je vois l'évolution du show business ivoirien, on voit d'une vraie industrie maintenant. Oui. Là, on est en train de monter vers une vraie industrie. Quand je vois les artistes comme Suspect, les artistes comme Didi B, Imira, qui ont des vraies équipes autour d'eux, tu vois que là, ils commencent à comprendre que la musique, que le show business, c'est une grosse industrie qui mérite un minimum de connaissances. Parce que une carrière artistique, ça ne se gère pas. Comme si on partait à la foire, quoi. Tu sais, en parallèle de ton engagement aussi dans la musique, tu as aussi touché à l'événementiel en Côte d'Ivoire avec Insomnia. Je me rappelle de Insomnia. Insomnia, c'est quoi exactement et d'où est venue l'idée d'un tel festival noctambule? Pour terminer ma question. Bon, au fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir de très très bons amis avec qui on a partagé beaucoup de choses dans notre adolescence. Ouais, quand je prends mon gars Big Boy, paix à son âme, voilà, mon frère Eli, Capes, No Face, tu vas prendre aussi mon gars Philippe, Lorenzo. On était un groupe d'amis. On aimait la fête et on était des gros rêveurs. Donc nous-mêmes, on avait déjà commencé à organiser des soirées, Oui. à domicile privé, Ok. qui n'étaient pas sujettés à paiement et on ne payait pas de ticket. Nous, on organisait des trucs pour se faire plaisir. D'accord. Et on avait des gens, on invitait des potes qui venaient dans nos petites soirées. Ah, ça, c'est les Z-Party, ça, non? J'arrive d'abord. J'arrive avant qu'on arrive avec le mot Z-Party. Parce que les gens, ils ne savent pas, mais nous, on était des pionniers des Z-Party et gens commercialisés. On était les pionniers des Z-Party commercialisés. C'est nous, on a commencé à professionnaliser les Z-Party. D'accord. Et comment ça s'est passé? On organisait nos petits mouvements. Nous, on est là, quand on invite des amis, des potes, ils viennent là, on voit, bon, ils viennent avec Baby Philippe, qui était à son prime. Mais ça, je n'ai pas dit le nom de mon gars, sinon son papa va se fâcher contre lui. On faisait les choses sur lui à la maison. Vous étiez ado, hein, je pense. Ah, mais bien sûr. Bon, l'idée d'Insomnia, c'est-à-dire le noyau amical. Mes amis dont je te parlais au début. Arrivé un moment, on a fait toutes ces parties là, avec le ghetto sale, tout et tout. Après, on est revenu à la base et puis on dit bon, on a fait les parties autour de piscines. Mais il va falloir que non, on crée une start-up à notre image. Ouais. Il va falloir qu'on crée une start-up à notre image. Donc, c'est mon ami encore, c'est qui on faisait les bois de nuit là. Voilà. On a fait nos bureaux là-bas. Et on a appelé, c'est mon pote Eli. Voilà, il nous a dit, ben, les gars, moi, on vient chez moi, réfléchissons, on va créer notre start-up. Et c'est là qu'on a créé Africa Dream, qui était notre start-up. Et on avait nos bureaux, hein, chez mon pote, dans le sous-sol. Donc là-bas, chaque matin, on partait comme des travailleurs. On s'installait devant les PC et puis on réfléchissait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc on était là, chacun a fait ses propositions, tout et tout.
Et puis, bon, moi, mon pote Big Bog, tout et tout, et on a dit, Joe, nous, là, on est déjà là, à faire l'entertainment dans les divertissements. Oui. Pourquoi ne pas s'orienter sur le divertissement? Donc, chacun a commencé à émettre son idée. Et c'est comme ça qu'on a eu un projet. Comme on avait des entrées avec notre vieux père Kenzo Cash Money. C'est le propriétaire, le DG d'Ariel Group, la plus grande structure événementielle de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Donc, on a eu un projet. On allait soumettre au vieux père Kenzo Cash Money. On était à son bureau, il y avait moi, Big Bog, mon gars Big Bog, moi, Eli. Donc on a soumis le projet à Kenzo. Kenzo, il nous a dit, les petits, c'est bien beau votre projet, hein. Mais j'ai l'impression que moi, je veux vous aider, mais je veux vous aider à gagner de l'argent. Donc allez-y, réfléchissez encore, venez me poser un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent. En tout cas, big up à toi, mon vieux père, il a même été chez lui à Bokebo. Pendant pas qu'il nous... C'est quelqu'un de vraiment très gentil. Depuis moi et mon gars Big Bang, on faisait du rap. Voilà, il nous a vraiment aidé. Il nous a mis même en contact avec son gars Brother B, à qui je fais un big up, mon vieux père. Mais, donc comme nous on avait les entrées sur lui, donc on est allé, il nous a dit les petits, allez-y réfléchir, envoyez-moi un projet qui va vous donner de l'argent. Donc c'est comme ça qu'on est allé au laboratoire. On a commencé à creuser notre ménage. C'est comme ça. Moi, dans Africa Dream, j'étais chargé, voilà, le responsable marketing et puis, voilà, genre, idée, innovation et conneries comme ça. Donc, moi, c'était ma tâche de pouvoir trouver le projet qui devait, voilà, qu'on devait présenter à Kenzo. Donc, un jour, j'étais avec mon ami No Face, Jean-Marc, à qui je fais un big up. Il me dit, non, Blondas, je sais que toi, tu peux avoir l'idée, mais tu n'es pas inspiré. Viens, hein? J'ai que 1000 francs sur moi. Je vais t'inviter d'un coup, on va s'asseoir, on va prendre un pot, peut-être tu vas trouver l'inspiration. donc c'est comme ça. On allait s'asseoir d'un coin, je me rappelle bien, c'était en gré. Et puis bizarrement, hein, c'est pas ça. L'embrouillé est sorti, il a dit, ah. Donc là, il dit non, voilà, j'ai un projet. Le projet là, on va faire comme ça, discothèque à ciel ouvert. Voilà, on va faire tant. Et c'est comme ça. Nos fils l'a dit, ouais, toi, Blondas, je savais que tu allais trouver une idée, ça c'est bien. Allons-y, on va écrire. Donc, on est allé dans notre bureau, j'ai pris le PC, j'ai commencé à rédiger le projet. Et c'est là que nos fils m'a dit, hey, mon gars, j'ai trouvé un nom. Cet événement-là, on va appeler ça Insomnia. Écrivons le truc pour pouvoir proposer à nos gars. On a réfléchi sur le bouillon. J'ai écrit le projet, tout et tout. Le lendemain, quand on a fait notre point, on a fait un point aux gars, les gars étaient fins. Ils ont dit, ouais, c'est la chose. C'est le truc, c'était l'idée, tout et tout. Donc là, on a commencé. Comme moi, je travaillais déjà au Burida, je connaissais beaucoup des espaces. Donc moi, j'ai dit, ben, quand on va organiser, la première édition, on va organiser ça ici, à un espace, à Atoban. Il fait big up à la vieille mère. À l'espace d'hélice tropicale, derrière le commissariat du 30e d'Artouban, il y avait un bel espace d'hélice tropicale. C'est là-bas où on avait ciblé tout et tout. Quand on a expliqué le projet à nos portes, on dit ouais, bingo, c'était le vrai truc. Donc moi j'ai formalisé le projet dans un document bien truc. On allait présenter à Vipé Kenzo a dit les petits. Ça c'est la balle. Et c'est comme ça. Il nous a mis même en contact avec la plus grande brasserie à l'époque de la Côte d'Ivoire. Voilà, il nous a mis en contact avec cette brasserie-là, qui nous a sponsorisé. Il y a même la chaîne B-Black Africa qui nous a sponsorisé aussi. Et on a organisé un événement hors du commun. Et là encore, en termes de communication et marketing, on a été des pionniers aussi dans ce domaine-là. Parce que nous, Insomnia, on a procédé par des stratégies de SMS marketing. Et quand vous voyez aujourd'hui les conseils en Côte d'Ivoire où les gens ils font des filtres, les filtres Instagram où on met les filtres, on dit j'y serai. Nous, on a été pionniers dans ce truc-là. Vous pouvez imaginer que dans la première édition d'Insomnia, se tenait le même jour qu'il y avait le même jour que le concert de l'artiste qui chante Amula, vive les cocos, l'artiste américain là. Ah, j'ai oublié. Voilà, c'est son nom, ça va me revenir. Il était venu à Abidjan le même jour. Mais quand même, nous on a fait carton plein. Le grand frère Kenzo, big up à lui, il nous a donné tout ce qui était jeu de lumière et sonorisation, gratos. Et c'était le premier événement, genre open disco, discothèque à ciel ouvert, avec piscine. Et il y avait en même temps, le concept c'était quoi? C'était de faire une kermesse nocturne, où quand quelqu'un il vient, il a les baby foot,
il a la piscine, il a toutes sortes de distractions. Et en même temps, on tire, il y a le podium au milieu où il y a les artistes qui viennent prester. Mais c'était une grosse kermesse. Les gens, ils n'ont pas compris. Ils se disent, mais attends, on est dans quoi là? En fait, c'était le summum du divertissement. Donc les jeunes, vraiment, ils ont tellement adhéré. Mais comme nous, on était vraiment pointueux en termes marketing, à la fin de l'événement, on a pris le numéro de chacun. À la sortie, chacun écrivait son numéro dans un document. Ouais. Et ça nous a fait une base de données. Et imagine- C'était légal ça? Oui, mais c'était avec l'accord. Ok, d'accord. C'était les gars qui écrivaient le numéro. D'accord. C'était avec l'accord. Et D'accord. tu sais pourquoi? C'était pour leur faire une grosse surprise. La surprise, c'était quoi? C'est qu'après Ah, Insomnia, d'accord. tu recevais un message qui te dit merci d'avoir participé à Insomnia. Mais les gars étaient contents. Et le message, c'était un message balancé par qui? Africa Dream. D'accord. Donc c'était innovant. D'accord. Et les gens nous demandaient vivement la prochaine édition. Ouais. Et c'est comme ça la prochaine édition, on a mis la barre haute, on a fait ça Ivoire Golf Club, carrément. Super. Super. Donc c'est un peu l'histoire d'Insomnia. L'histoire d'Insomnia, ouais. Par là, je fais big up à mon frère Eli et Fly, Philippe Ouman, Capes. En tout cas, c'était une très belle équipe. Et puis bon, des amis. Bien sûr. Voilà, bien et sûr. on est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Et on continue nos aventures. Bien sûr, bien sûr. Comment as-tu vécu l'organisation d'un événement d'une telle ampleur? Mais au fait, c'est-à-dire, c'est la passion. Ouais. Nous, c'est la passion. C'est la passion. C'était spécial. Parce que la première édition d'Insomnia, on n'avait même pas un rond. D'accord. Non, parce que je me rappelle à l'époque, là, les autres étaient étudiants, et puis, voilà, c'est moi. Je travaillais, et puis, moi seulement je travaillais. Moi, je travaillais au bureau déjà. Et avec mon ami Fly aussi, je pense qu'il devait être dans un cabinet aussi. Voilà. Bon, à part les autres étaient encore étudiants. Donc c'est nous dont on était liquide, mais quel bon liquide. Voilà, parce qu'on était des nouveaux travailleurs, ouais, on ne s'en sortait pas encore bien. Mais on va demander le coin, mais la location, même de l'espace, même pour faire le truc, on parle de presque un bâton. Ah, mais là, Un bâton, c'est 1 million de francs CFA. oui, 1,8 million. Mais là encore, pourquoi c'était la passion? C'était une belle expérience de vie. Parce que quand on allait négocier avec la dame de l'espace, on lui a dit, on a remarqué que, on a causé avec elle et on a compris qu'elle avait des problèmes pour l'installation de, genre, comment on appelle, de son espace, genre, l'installation du matériel avant les événements. Parce que il y a des gens qui louaient son coin pour faire les mariages, mais elle avait du mal. Hein, soit à débarrasser genre, les installations de ceux qui avaient peut-être fait les événements la veille. Précédemment. Et donc elle avait du mal aussi à installer. Donc quand elle nous a dit son prix, les amis nous ont dit, ah madame, vraiment nous là, on n'a pas l'argent. Mais on peut, si nous faire, on te propose ce prix là, mais nous, à côté, nous on peut venir. Quand il y a des mariages, on peut venir installer, t'aider à installer, on peut venir t'aider à désinstaller. Mais ça là, tu vas enlever ça. Voilà, tu vas enlever ça dans le loyer qu'on doit te payer pour notre événement. Donc je pense que pendant un mois ou deux, et je te dis, mes potes et moi venaient pour travailler auprès de cette dame là. Elle s'est assise et elle les petits. Ouais, vous êtes motivés. Parce qu'elle a cassé le prix, elle nous a fait trop d'avantages. Il fait vraiment un gros big up à cette dame-là. Elle a eu foi en nous. Et je me rappelle de son sourire le soir de l'événement. Quand elle voyait la décoration, les lumières, elle était sur le balcon. Elle était vraiment heureuse. Elle nous a même félicité le lendemain pour dire, ouais, vous avez fait quelque chose. Parce que c'est en fait, c'est cette expérience-là, le don de soi. Parce que, au-delà de pouvoir gagner de l'argent, mais c'était une très grosse expérience de vie d'un groupe d'amis qui sont partis de rien pour pouvoir créer quelque chose qui, sans prétention aucune, a révolutionné le monde, l'univers du divertissement à ciel ouvert. Parce que je te dis la vérité, après notre concept, il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose. Ils ont invité même des artistes Naïda, au niveau de, comment on appelle, Sol Béni. Ils ont commencé à faire des trucs comme ça, discothèque à ciel ouvert. Mais c'est venu d'un petit sous-sol où on était avec nos potes en train de réfléchir.
le concept pour dire J serré, où il y a ta photo, et puis il y a le truc, voilà, il y a le filtre J serré. Ça n'avait pas existé avant pour un seul événement. Certaines personnes, bon, peut-être quand ils suivront peut-être l'émission, ils diront que mais attends, le gars il raconte quoi là? Il raconte des conneries. Mais c'est une expérience qu'on a vécue. Parce que moi à la base j'avais fait des études en marketing. Donc tout cet aspect marketing là au sein d'Africa Dream, on avait essayé de mettre en œuvre tout ce qu'on avait appris à l'école. Et c'est ce qui nous permettait de pouvoir être au top dans l'organisation de nos événements. Super. Là, nous sommes dans la deuxième partie de notre discussion. Yes. Aujourd'hui, tu es un homme avec tout autre profil, marié, père de famille et surtout consultant SAP en France. Ce parcours montre une transformation réussie, mais comment passe-t-on du hip-hop et de l'événementiel à la tech? Bon, ouais, moi je suis passé de Blondas et le Mystère Iban à demander Sadia tout court. Bon, c'est ça, c'est le chemin normal d'une vie. Hein. Moi je suis arrivé en France après, pour des raisons familiales, parce que je suis venu retrouver mon épouse et mes enfants, à qui j'ai fait un gros big up d'ailleurs. Bisous à ma femme et mes adorables enfants. Quand je suis arrivé en France, il fallait que je passe à quelque chose de nouveau. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu à faire beaucoup de petits boulots, hein, comme à la normale. Je travaillais dans l'alimentaire en tant que caissier, j'ai même fait de la sécurité, tout et tout. Mais j'avais pour ambition de pouvoir travailler dans un domaine qui me passionnait. Mais avec ma vie de famille, je me suis dit, est-ce que l'événementiel, le showbiz, ça va pas me créer des problèmes, tout ça. J'ai commencé à hésiter. Donc du coup, je me suis orienté vers la tech. Par le biais d'un de mes amis à qui j'ai fait un big up, Cissé Yuba, voilà, qui m'a vraiment motivé à entrer dans l'écosystème SAP. Et c'est grâce à lui-même que voilà, je suis sorti consultant certifié SAP S4HANA, Module Sourcing and Procurement. Donc, du coup, c'était une passion que j'avais aussi depuis longtemps. Voilà, donc cette transformation, elle s'est faite de manière vraiment agréable. D'accord. À quel moment, on va dire, as-tu ressenti le besoin de changer de voie, de t'orienter vers SAP? C'est à quel moment tu sens le moment d'aller vers SAP? Bon, au fait, le truc c'est quoi? C'est que nous, on avait un leitmotiv avec notre petit groupe d'amis. On voulait enjoy, on voulait s'enjailler, vivre notre vie, notre jeunesse. On organisait des événements. Par la grâce de Dieu, voilà, on a pu obtenir nos diplômes. Donc ces diplômes-là, les parents, ils ont souffert pour nous mettre à l'école. Donc il fallait aussi arriver un moment qu'on mette ces diplômes à contribution. Donc la phase de ma vie ici en Europe, il fallait que je franchisse ce cap-là. Et même quand je suis revenu ici, même j'ai repris mes études. Là, j'ai eu un master encore en management des achats et supply chain. Et j'ai encore eu ma certification SAP. Ce qui a fait de moi maintenant un consultant certifié SAP sur le module supply chain. D'accord. Donc c'était un projet de vie au fait. Quel a été du coup le plus grand défi dans cette transition? Le plus grand défi, c'est déjà se remotiver à reprendre les études. Hein. Parce que quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire beaucoup de petits boulots, mais je sentais que c'était pas ma place quoi. D'accord. Ouais, je sentais que c'était pas ma place. Parce que moi, j'ai l'habitude, quand j'ai des objectifs, je démissionne. Hein. D'accord. Voilà, moi-même le burida, j'ai démissionné. Hein. D'accord. Donc ici, là, voilà, j'ai travaillé, j'étais en CDI, voilà, dans une entreprise, mais le boulot que je faisais, je me disais, c'est pas ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait avec passion et c'était une grosse expérience pour moi. Mais quand il fallait que je change de cap, voilà, j'ai démissionné pour me concentrer sur mes études. Afin de pouvoir aujourd'hui voilà, être consultant en IT, content SAP. Est-ce que c'est difficile de passer du domaine culturel à un domaine aussi technique tel que le SAP? Bon, moi je pense qu'il n'y a rien de facile, mais il n'y a rien de difficile pour qui est déterminé. D'accord. Il n'y a rien de facile, mais il n'y a rien de difficile pour qui est déterminé. Moi j'étais très déterminé. Donc je le faisais, comme je te dis, à chaque fois passion. Je le faisais par passion aussi.
Parce que j'ai aimé SAP. Et cet ami-là, Cissé Yuba, il m'a vraiment inculqué cet amour pour SAP là. Parce que voilà, lui, c'est un gros passionné. Oui. Un gros consultant que je salue. Mhm. Voilà, c'est mon mentor dans SAP. D'accord. Ouais, ouais. Et comment as-tu acquis les compétences nécessaires pour devenir consultant SAP? Bon, d'abord, il faut acquérir d'abord les compétences métiers. Parce que en tant que consultant, voilà, SAP, il y a des gens, tu dois travailler sur un module métier. D'accord. Ouais, moi, mon module, c'est voilà, la logistique, voilà, achat et approvisionnement et tout. Donc, du coup, déjà, pour acquérir ces compétences métiers-là, comme je l'ai dit, j'ai repris même mon master ici en France. Donc, j'ai fait un master en management des achats et logistique. Voilà. Et les compétences SAP, je t'ai dit, hein, c'est de manière autodidacte. Mon ami Cissé, qui réside en Côte d'Ivoire, mais qui fait beaucoup de voyages ici en Europe, il vient pour des missions et tout. Souvent, moi, je quittais au travail, j'arrivais à la maison, et lui et moi, de 22h à 2h du matin, on bossait sur SAP. Et c'était pendant presque 3 ans, on a fait ça. Hein. On bossait de manière acharnée. Et après aussi, j'étais dans des forums. Et lui aussi, avec des Indiens, ils offraient des formations auxquelles je participais jusqu'à ce que je parte partir ma certification. Donc c'était vraiment de la grosse détermination. Quoi. Est-ce que tu penses que ton passé, en fait, dans l'événementiel et dans la culture, t'a aidé d'une manière ou d'une autre dans ta carrière actuelle? Mais bien sûr, Ok. si tu as bien cerné l'histoire, tu te rappelles de la première édition d'Insomnia, Oui. où on a proposé notre aide physique à la dame pour pouvoir ranger ses affaires Oui. sur son truc. C'était la grosse détermination. Ouais. Donc c'est la résilience au fait. D'accord. C'est cette résilience-là qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avec les amis, on n'avait rien. Et sans 0 franc, on a pu faire quelque chose. Jusqu'à aller louer des espaces à 3 millions, comme Ivoire Golf Club. Les gars qui demandent à combien coûte la location de la piscine à Ivoire Golf Club. Jusqu'à faire ça avec 0. Donc c'est la résilience. Donc moi, j'étais déterminé. Et je poussais de manière acharnée. Aujourd'hui, tu es père des familles. Comment tu gères ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie familiale? Mais bon, au fait, depuis on parle de culture, mais moi je pense que la vie c'est la culture. D'accord. Et la culture c'est la vie. Et qui connaît la culture, qui aime la culture, saura s'orienter dans la vie. Parce que nos parents, c'était des travailleurs acharnés. Mais déjà, je fais un peu quoi par mon père et ma mère qui ne sont plus. Grosse pensée à eux. Grosse pensée à eux. Ouais. Mais ils travaillent de manière acharnée. Sans d'autant oublier les enfants que nous sommes. On a toujours grandi dans ce cocon familial malgré les occupations de nos parents. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne fait même pas le tiers de ce qu'ils ont fait. Ouais, j'imagine, ouais. Parce que, Donc moi, souvent, je ne parle même pas d'équilibre familial et professionnel. Je parle d'équilibre de vie. Mais pour maintenir l'équilibre de vie, il faut avoir un sens de la culture. Nous, chez nous, en tant qu'Africains, comment on était éduqués, comment nos parents nous géraient malgré leurs occupations. Comment la maman qui travaille de manière acharnée là, mais avant que son mari vienne du travail, la nourriture était déjà prête. Donc, c'est un sens du planning et de l'organisation. Ouais. Une fois que tu as une vie bien organisée, tu pourras avoir du temps pour tout et tout. Surtout pour les gens qui te sont chers. Donc, on essaie d'organiser nos vies autour de cette culture. Le hip-hop et l'événementiel, c'était une vie intense. Comment as-tu en fait vécu cette transition vers une vie plus structurée et plus stable aujourd'hui? Ouais, bon, la question d'une vie plus structurée, plus stable. Mais c'est pas parce qu'on est dans le hip-hop et l'événementiel qu'on n'a pas une vie structurée et stable. D'accord. Ouais, d'abord, je fais un pick-up à tous mes amis qui sont encore dans le domaine. Et puis en plus, moi, je n'ai pas encore laissé. Hein, parce que ça vit toujours en moi, ça bouillonne en moi de vouloir toujours faire comeback. Mais peut-être, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Si tous mes gars qui me regardent, ils connaissent Blondas en tant que manager, directeur artistique, tout ça, si vous avez besoin de moi encore ici, là, c'est pas parce que, voilà, je suis Haïti, moi j'ai plusieurs codes dans mon acte, donc du coup, voilà, j'ai toujours, je sens que cette fibre est encore en moi. Mais au fait, bon, cette transition-là, sincèrement, ça m'a pas fait un grand choc. Parce que moi, je ne vois pas comme si j'ai laissé encore l'événementiel, le showbiz. Vous voyez, ça vit en moi. Mais j'avoue que
souvent ça me manque. D'accord. Et je sais que ouais, je vais finir ma vie déjà. Est-ce que ton passé de Blondas, alias Reban, Mhm. et influence encore aujourd'hui l'homme que tu es en Ouais, fait? c'est le blondasse et le Mystère Evan. Ok. Ouais, ouais. Mais oui, bien sûr, parce que, comme on le dit, il sait pas, il y a un philosophe qui a dit l'enfant est le père de l'homme. Voilà, c'est ce qu'on fait dans notre enfance ou dans notre jeunesse qui détermine l'être que nous sommes aujourd'hui. Mhm, Parce que moi, je suis la somme de mes expériences de vie. mhm, Je suis carrément la somme de mes expériences de vie. mhm, Je suis carrément la somme de tout ce que j'ai appris auprès de mes grands frères, de mes grandes sœurs, de mes pères, de mes oncles. Donc aujourd'hui, là, tout ce que j'ai fait par mon passé m'influence dans cette vie de maintenant. Là. mhm, Et quand je regarde derrière, je suis vraiment fier mhm. de tout ce que j'ai pu faire avant et tout ce que j'ai pu apprendre. Et je suis fier aussi d'avoir des amis aussi adorables. Ouais. Ouais, et des personnes aussi adorables que j'ai croisées sur mon chemin. Tels que voilà, mon ami Kevin Okuma. Voilà, voilà, c'est des amis de vie. Et bizarrement, mes amis que j'ai depuis longtemps, c'est mes mêmes amis jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Voilà, il y a eu de nouveaux amis. Mais j'ai toujours ce noyau-là, disons, qui est là depuis la base. Pour montrer les gens d'homme que je suis. Voilà, je suis la somme de tout ce passé-là. Super, super. Avec ton parcours riche et varié, tu es la preuve que l'on peut se réinventer et réussir dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui hésitent en fait à changer de voie par peur de l'inconnu? Ça, c'est vrai. Quand souvent je pense à la notion de la peur de l'inconnu, je pense à celui qui a testé l'avion pour la première fois. Il s'attendait à quoi, au fait? C'était C'est l'inconnu parfait. ou bien c'était, il sait pas quoi. Ouais. Mais au fait, le truc, c'est quoi? C'est ce qui nous met en retard à nous, la jeunesse africaine. Mhm, On peut avoir des ambitions, mais on se dit, ça, on peut pas y arriver. C'est pas mhm, pour nous. mhm, Mais alors que, quand on veut, on peut. mhm, Parce que ceux qui ont créé le téléphone, c'est parti d'une idée anodine. mhm. Parce que nous, les Africains, on aime bien dire j'ai iPhone 20, j'ai tel téléphone, sans penser aux pionniers. Comment est-ce que les gens ils ont fait? Donc, arrivé un moment, il va falloir que Mhm. on se dise que on a aussi la chance de pouvoir faire les choses. Une fois il faut qu'on se lance. Moi, j'ai pas peur de l'inconnu. Parce que tu sais quoi? Celui qui a peur de l'inconnu, c'est celui qui n'a pas de plan, de méthode. Ouais. Parce que quand tu entends quelque chose, il faut faire une étude préalable. Il faut analyser, faire ton SWOT, Mhm, tes forces, tes faiblesses, opportunités, ou tu analyses tout ça. mhm. Et c'est suite à cette analyse-là que tu te lances. Bien sûr. Donc, on ne fait jamais quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pourquoi j'encourage tous les jeunes vraiment à se connaître. Mhm, Ouais, c'est en te connaissant que tu pourras aller de l'avant, quoi. Mhm. Faire des choses, ouais, et avancer. Si tu pouvais parler à ce Sadia Diomandé du lycée Garçon de Bingerville, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Bon, sincèrement, hein, ouais, je suis fier de lui. Mhm, Ouais, parce que y a des gens peut-être qui m'ont connu en tant que la personne qui faisait le hip-hop au lycée garçon, Baggy, le cas qui même était en flotte impériale, tout et tout. Donc il y a des gens qui vont te voir avec une carapace de caïd, tu vois un peu, non? Oui, Ils vont pas comprendre que derrière ce gars-là, il y a quelqu'un d'ambitieux, quoi. oui. Donc il y en a d'autres aujourd'hui, bon, ils savent qu'ils vont voir la vidéo, ils vont dire, ah mais lui il est un consultant, un truc comme ça, tu vois. Ils vont dire, ah on s'entendait pas à ça, Ouais. tu comprends? Mhm. Mais ce jeune Sadia Diomandé Blondas et le Mystère Evan, Ouais. c'est quelqu'un de très ambitieux. Et moi, je pense que voilà, je suis fier quoi. De là d'où je viens, je suis fier de ce que j'ai été. Je suis fier aujourd'hui de ce que je suis, même si je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs de vie. Mhm, Je suis fier d'être aussi ce père de famille, voilà, qui a des enfants adorables, qui a cette femme aussi très adorable. mhm. Voilà, je suis fier de la personne que je suis. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de parfait. On lutte jour et nuit pour pouvoir se bonifier. Mais comme on lui dit, voilà, le vin se bonifie avec le temps. Et je pense que le temps, voilà, a fait son effet sur moi. Et j'ai pu acquérir beaucoup d'expériences qui me permettent aujourd'hui d'être quelqu'un de vraiment posé. Voilà, donc c'est un Super, peu ça. super. On tend vers la fin de notre discussion. Ouais. Ce que j'ai envie de te demander, c'est quels sont tes projets pour l'avenir? Ah ouais, le projet pour l'avenir. Mhm, Voilà, pour quelqu'un avec qui commençait à organiser des trucs et puis qui avait beaucoup d'ambition, qui a toujours beaucoup d'ambition. Ah, j'ai beaucoup de projets pour l'avenir. Hein. mhm, Voilà, en tout cas, moi, mon rêve, c'est de retourner en Côte d'Ivoire, mhm. m'installer et puis
vraiment être un gros acteur culturel au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis aussi implémenter aussi un centre de compétences dans le domaine des SAP, voilà, à Abidjan. Oui, toujours, ça sera avec mon frère Cissé et mon gars Alex, M. Adango, à qui je fais un big up parce que c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup aidé à pouvoir pénétrer l'écosystème SAP ici en France. Il y a mon frère aussi, voilà, Axel, Tegomo, mon frère. En tout, c'est deux personnes qui m'ont vraiment aidé à pénétrer l'écosystème SAP. Ils m'ont apporté tous leurs conseils parce qu'ils sont beaucoup expérimentés aussi dans le domaine de l'IT. Voilà, c'est des amis qui me sont très chers aujourd'hui. Certes, on n'a pas été des amis d'enfance, on s'est connus ici en France, mais ces personnes-là, sincèrement, je leur fais un gros big up et je leur serai reconnaissant à vie pour ce qu'ils font dans ma vie. En tout cas, les gars, big up à vous, on est ensemble. Merci Sadia pour cette discussion inspirante. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. N'hésitez pas à vous abonner massivement et à nous suivre également sur Spotify, Instagram, Facebook et TikTok. Merci d'avoir suivi cet épisode de Voix d'influence. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt.